Votre temps est précieux et l'actualité évolue. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information. Avant toute chose, démarrons ce journal par le briefing presse du gouvernement animé conjointement entre le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe. Cette séance de redevabilité du gouvernement a été axée sur la rareté de maïs sur le marché dans le Grand Katanga et au Kasaï. Vous avez suivi aussi que le gouvernement avait délégué une délégation pour prendre langue avec les autorités zambiennes qui étaient à la base de la crise au regard des décisions qui ont été prises. De contacts ont été pris en Afrique du Sud, mais d'autres contacts l'ont été aussi avec les opérateurs locaux, la FEC et tous ceux qui produisent du maïs dans le Grand Katanga, parce que l'option du gouvernement, c'est de trouver une solution définitive à cette crise pour permettre à nos populations de s'approvisionner localement. Dans la suite de ce qui a été fait, il y a eu évidemment de rapports qui ont été faits d'abord de manière préliminaire en Conseil de ministres. Ensuite, il y a eu une réunion spéciale de la Commission économique et financière du gouvernement qui était élargie. Je vois le ministre des Affaires foncières dans la salle. Il avait été aussi associé à cette réunion parce qu'il est question, dans les mesures envisagées, de réquisitionner des terres pour permettre aux Congolais de cultiver, de parvenir à l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Et depuis ce matin, nous l'avons annoncé de manière spéciale. Nous avons donc eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Vous êtes chez vous. À son tour, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, s'est apaisanti essentiellement sur les démarches entamées avec les partenaires étrangers en vue de pallier à la situation. Le gouvernement a opté pour la politique de la production de maïs au niveau local. C'est la pauvreté. Et ici, je voudrais régler spécialement la question qui a été mise en exergue par le ministre de la Communication et des Médias, la pénurie de la farine de maïs au Katanga. Il fallait résoudre ce problème. Et ce problème revêt une double dimension. Est-ce qu'il faut importer et considérer que l'on a résolu le problème? Nous disons non. Mais est-ce que c'est pour la première fois qu'on connaît ce problème au Congo? Nous disons aussi non. Le déclin de l'économie congolaise en réalité plonge ses racines dans les passés lointains. Je peux situer ça en 1885, à l'époque de l'État indépendant du Congo. Les méthodes de départ étaient déjà mauvaises pour produire du caoutchouc, pour produire du café, pour produire du coton. Il fallait de la bastonnade où on vous coupe la main pour produire plus le lendemain. On donnait des assignations, vous ne respectez pas et vous êtes puni sévèrement. C'était ça le modèle d'accumulation du capital. 1885, 1908 et 1908-1960, c'est la colonisation. Là, c'est la chicotte. C'est des barrières, vous ne quittez pas vos villages, vous produisez. Mais à l'indépendance, le père de l'indépendance, le fruit de l'indépendance, il fallait que les citoyens congolais se déplacent librement sur leur territoire. Mais vous comprenez bien l'exercice. Les gens qui étaient forcés de cultiver pour nourrir ceux qui sont dans les milieux ruraux, d'une part, et d'autre part, produire des produits, des cultures pérennes pour alimenter l'industrie naissante en Belgique. Ces gens-là, tout d'un coup, puisque l'indépendance, ça signifie qu'il faut casser les barrières, il faut aller en ville, il faut aller habiter les maisons des anciens colons. Ça signifie que les bois qui produisaient, quelle que soit la manière de produire, ont quitté les villages, sont devenus des bouches et des ventres en plus à nourrir dans les milieux urbains. Poursuivant ces journaux par les questions sécuritaires, les élus provinciaux de Kinshasa ont échangé avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, le lundi 15 mai dernier pour de solutions idoines à ces problèmes d'insécurité. Suivez le compte-rendu de la rencontre avec Godempoui, président de l'Assemblée provinciale. La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays, qui se trouve également être le seul sage de la République. Parce que lorsque
vous regardez l'ossature institutionnelle actuelle de la RDC, il n'y a personne de son âge à ce genre de poste. Nous l'avons étudié à l'école et aujourd'hui nous faisons la politique avec lui. Nous avons estimé qu'il a beaucoup de choses à nous dire et beaucoup de choses à faire en faveur des Kinoises et Kinois. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. C'est-à-dire que si les institutions fonctionnent, c'est tout simplement parce que Kinshasa est contrôlé par ses autorités. Donc on ne puisse pas confondre Kinshasa avec Rutshuru. Au-delà de cet intérêt institutionnel, la ville de Kinshasa, c'est 17 millions d'habitants, c'est-à-dire Congo, Brazza, Gabon et tous les Cameroun francophones. S'il y a des problèmes dans cette ville, il n'y a pas une forêt là où nous pouvons partir nous cacher. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassuré que tout sera mis en œuvre pour que la paix revienne rapidement sur toute l'étendue de notre ville. Et l'occasion faisant les larrons, nous voulons dire à la population que la sécurité est une affaire de tous, que chacun de nous soit vigilant et Dieu nous gardera. Parlant de la lutte contre le banditisme à Kinshasa, le FARDC ont procédé à la présentation de 53 délinquants arrêtés depuis quelques jours à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Ngaliema. Le porte-parole de FARDC, le général Sylvain Ekenge Fomi, a peint le tableau de la situation aux autorités du pays. 55 jeunes délinquants, auteurs de l'insécurité dans le quartier Gramalik et anciens combattants, dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, ont été arrêtés par les FARDC, venus en rescousse de la police nationale congolaise. Ils ont été acheminés près les services spécialisés pour des investigations approfondies. Ils sont ici présentés à la presse par le général-major Ekenge Moussa Fomi Sylvain, porte-parole des FARDC. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Gramalik et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse. Et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés. Et il reste 2 qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers de Gramalik et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent, on ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre ce soir au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kourouna. Et on va connaître les motivations avec leur exploitation par les services. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya, vient de lancer l'opération de désarmement dans sa juridiction provinciale dans le but de contraindre le mouvement rebelle à déposer les armes.
cette période de l'état de siège où l'Ituri est dans sa phase du changement positif sur tous les plans. Occasion pour Doupo Obé Grace, représentante de géomètre, de solliciter l'implication personnelle du lieutenant général Luboyanka Shomadjouni dans la délimitation de la ville de Bunia, une situation qui impacte négativement sur la mobilisation des recettes au compte du trésor public. Tout à vous remerciant, son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, pour une attention du pays. Nous, géomètres et tous les techniciens en général, et nos collègues de la division serre de titres immobiliers, nous présentons nos requêtes en fait de nous remettre dans nos droits les plus légitimes dans l'esprit et dans les ennemis, dans le contenu de nos. Pour sa part, le chef de division du cadastre, l'ingénieur topographe Raphaël Lokodjo, envisage durant son mandat la numérisation de sa circonscription foncière et la remise à niveau du personnel. L'évaluation des travaux de géomètres est positive de notre part parce que leurs travaux sont vraiment visibles et sur le terrain et au bureau. Et nous sommes en train de chercher à améliorer la qualité des prestations à ce sens parce que la politique gouvernementale, c'est maintenant la numérisation. Nous cherchons à numériser le cadastre. Parlant au nom du gouverneur militaire, le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, Mbouiko Jean Bosco, a appelé ses techniciens au professionnalisme. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, nous faisons appel à votre conscience professionnelle et demandons de mettre votre expertise au profit de l'État et non à votre profit personnel. Rappelons que cette journée a été reconnue le 13 mai 1963 par l'État congolais à travers une ordonnance présidentielle. Les forces régulières de la République démocratique du Congo sont activées sur terrain dans le souci de lutter durablement contre le tracasserie sémé par des bandits appelés Mobondo sur la route nationale numéro 1. La cité de Mongata et ses environs, située à plus de 150 km à la limite entre la ville-province de Kinshasa et la province du Kwango, ont retrouvé la quiétude après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. La paix dans cette partie de notre pays a été perturbée le samedi 13 mai 2023 aux environs de 4 h du matin par les hors-la-loi Yaka, appelés Mobondo, auteurs de l'insécurité dans les Kwango et dans la commune urbano-rurale de Maluku. En mission d'inspection au péage de Bachongo, à la limite entre Kinshasa et Kwango, le colonel Kabwe Banze Bienvenu, commandant du bataillon de FARDC de la province du Kwango, en provenance de Kenge, tombé dans l'embuscade de Mobondo, a été sauvagement tué, lui et ses 3 gardes de corps. Informé de la situation, le général-major Kizimu Mbouyustazin, commandant de la 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a reçu mission de ramener la paix dans cette périphérie de la capitale. Son arrivée est celle de renfort a non seulement maîtrisé la situation et ramené la paix dans la contrée, mais aussi permis la reprise immédiate de la circulation interrompue suite à l'insécurité provoquée par les Mobondo sur la route nationale numéro 1. Les militaires ont rapidement repris la situation en main et rétabli l'ordre et la sécurité dans la zone. Le général Mstazin, après avoir rapatrié les corps du colonel Kabwe et ses gardes de corps à Kenge, fait le point de la situation. Voilà, nous sommes là, effectivement, c'est pour des raisons de coopération. D'abord, il faut reconnaître que ce matin, c'était à 4 h du matin, les assaillants, une fois de plus, ont voulu troubler la quiétude. Ils se sont attaqués à la population. Heureusement que les militaires ont été vraiment éveillés. Et au niveau de Mongata, ils ont neutralisé plusieurs assaillants. D'un dossier à un autre, suite aux dégâts causés par le catastrophe naturelle, le ressortissant de la province du Sud Kivu ont fait appel au gouvernement de la République à pouvoir apporter assistance aux sinistres de ces drames.
appris avec consternation les événements malheureux survenus la nuit du 4 au 5 mai 2023 dans le territoire de Calais, en province du Sud Kivu, endeuillant plusieurs familles dans les localités de Bushushu et Nyakubi. En effet, les pluies diluviennes et torrentielles qui se sont abattues dans ce territoire ont fait déborder les rivières Nyakubi et Chisova, causant des inondations qui ont dévasté plusieurs villages dans le territoire de Calais. CAFCO compatit avec toutes les familles éprouvées et présente ses sincères condoléances à toutes les personnes directement ou indirectement touchées par cette catastrophe naturelle. CAFCO salue l'initiative du gouvernement d'enterrer les morts, de prendre en charge les blessés, ainsi que d'apporter de l'aide aux survivants en vivre et non vivre. CAFCO recommande vivement au gouvernement de développer un plan de contingence pour faire face à des pareilles catastrophes naturelles à l'avenir, de délocaliser les survivants, d'assainir les sites qui ont été touchés par ce drame pour prévenir le déclenchement des éventuelles épidémies, d'interdire des constructions dans des zones inappropriées et à haut risque. Sachez qu'à la suite de deux journées villes mortes dans la ville de Boma, en province de Congo central, le lundi 15 et mardi 16, pour exiger la prise en compte de revendications de la société civile qui réclame la reprise des activités du port. C'est à la suite de l'appel de la société civile que ces deux journées villes mortes ont été observées dans la ville de Boma. En effet, les activités socio-économiques ont été paralysées durant toute la journée du lundi, de l'avant-midi jusqu'à mardi 16 du mois en cours dans la ville de Boma. Signalons que cette paralysie dans la ville est due à une revendication de la population de cette province qui exige la reprise des activités au port de Boma. Il est de noter que seules les écoles ont été ouvertes, à l'instar de plusieurs autres services étatiques et non étatiques qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes ce lundi dans ce coin du pays. Cependant, à travers cette activité, la société civile se veut en même temps réclamer l'application de l'arrêté du 23 janvier dernier relatif à l'obligation de contrôle technique de véhicules au seul port de Boma. Selon le coordonnateur de cette structure, Apollinaire Tsokangimbi, toutes les dispositions qui vont dans le sens de la relance des activités portuaires que les autorités, tant nationales que provinciales, ont entreprises n'ont pas abouti à leur exécution. Dossier ville morte, restons-y. C'est mardi 16, c'était la deuxième journée ville morte à Béni, dans la province du Nord Kivu, où les activités sont paralysées. Mouvement décrété par la société civile qui a manifesté à cause de la montée de l'insécurité dans cette partie de la République. Corinne Kadoul nous en dit plus. Les activités restent paralysées et les forces de l'ordre sont déployées dans certains coins chauds de la ville de Béni. En effet, décrétée par la société civile, la ville de Béni est à sa deuxième journée ville morte qui vise d'aller jusqu'à la journée du vendredi du mois en cours. Il s'est de noter que cette paralysie provoquée par cette structure a été réalisée afin de dénoncer la montée de l'insécurité dans cette partie du pays. Par ailleurs, une reprise timide de mouvements de véhicules et de motos s'est observée au centre-ville depuis la matinée. Par contre, les banques, les commerces et les écoles restent toujours fermés. Mais alors, seules quelques officines pharmaceutiques et alimentaires pour le bien de première nécessité ont ouvert. Cependant, les forces de l'ordre, appuyées par des soldats de FARDC, sont positionnées à la jonction des quartiers Matongé et Tamende dans la commune de Moulekera. Signalons que, malgré la présence des forces de l'ordre, accompagnées de FARDC, les manifestants continuent à faire leur loi. Les rues toujours barricadées ou encore les passages de motos peuvent se négocier avec les jeunes qui ont implanté leurs barrières. Ce qui reste le contraire pour les véhicules qui ne sont pas autorisés de passer. Notons que cette journée ville morte a été décrétée pour 5 jours successifs, soit à la du lundi 15 au vendredi 19 mai.
Et à présent, les élections syndicales dans les différentes entreprises publiques et privées, la dynamique syndicale de finances a sensibilisé lundi 15 mai dernier les agents de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, sur l'importance de l'organisation de ces élections qui s'inscrit dans une démarche de la protection des intérêts des travailleurs. Comme partout ailleurs, les travailleurs et agents de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais étaient sensibilisés à quelques jours des élections syndicales qui s'organisent dans toutes les administrations publiques dans l'ensemble du territoire national. Bureau par bureau, la dynamique syndicale de finances a mobilisé les agents et cadres à voter utile pour le bien-être des travailleurs. Les gens qui ne sont pas syndicales sont soit dans le joug, dans l'emprise. Le joug de qui? De Jean-Jacques Mondé, qui a un état des hommes, il a dit ceci. Les syndicats sont là. Avec lui, nous avons de primes intermédiaires. Avec lui, c'est la gestion de transparence dans cette institution. Avec lui, pas de coterie. Jean-Jacques Mwanzamande, candidat de la DCF à l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, s'est exprimé en ces termes. Nous allons débattre les campagnes. Nous avons placé les autres en difficulté, mais jusqu'à rien n'est gagné. Parce qu'en termes de vote, sur le plan de la campagne électorale, les choses peuvent basculer même en dernière minute. Nous sommes en train de batailler, mais nous avons toutes les chances de pouvoir gagner ces élections parce que tous ceux qui ont eu à gérer bien avant ont déçu le personnel. Et nous sommes là pour inverser les tendances, pour faire la rupture avec l'ancien système. Je crois qu'ensemble, ça la DCF et ça la. C'est par une caravane que s'est clôturée cette campagne électorale à l'ANADEC. À l'international, on parle de la guerre au Soudan. Les internationaux congolais résidant à Khartoum ont regagné Kinshasa lundi 15 mai dernier. Ces derniers ont été reçus par le ministre de Sport et Loisirs, Claude-François Mouana Kaboulou. Il est 12h à Kinshasa. L'avion transportant la délégation des Congolais en provenance du Soudan atterrit dans les sols congolais. Dans l'équipage, 3 internationaux congolais, dont Fabrice Ngoma, Steven Ebouela, Glody Lepo, tous anciens de l'Asvel Club, et le coach Eugène Boulaïma. Récit à leur arrivée par le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulou Mouana Kaboulou. À la tête de cette délégation, Jean-Baptiste Kassongo Misenga, ambassadeur de la République démocratique du Congo en Égypte, qui remercie le chef de l'État pour son implication personnelle pour rapatrier ses compatriotes au pays. Je vais aller présenter nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos remerciements aussi au Premier ministre, qui n'a pas hésité à mettre les moyens nécessaires à travers notre ministre des Affaires étrangères, son Excellence Christophe Lutundula. Et cela n'a pas été facile, cela ne pouvait pas être possible, n'eût été l'assistance ou la collaboration de son Excellence le ministre Kaboulou, qui tous les jours était en contact avec nous et avec le joueur pour les rassurer qu'ils ne puissent pas être traumatisés. Nous avons effectué un déplacement du Caire jusqu'à la frontière de l'Égypte. Nous sommes entrés juste au Soudan et nous avons localisé nos athlètes. On les a sortis du Soudan, on a traversé la frontière, ramené à l'Égypte et aujourd'hui ils sont parmi nous, parmi vous, parmi ses frères et sœurs. Donc on ne peut qu'être satisfait. De leur côté, les athlètes s'est dit d'être reconnaissants à Dieu et aux autorités du pays qui, pour certains, c'est une expérience jamais vécue. C'est la première fois, moi, comme dans la vie, aussi 6 matchs, guerre, en pleine capitale. C'est la première fois, dans mon vie, mais Dieu merci, grâce au gouvernement, nous allons à ouais, ça c'est Bandi Bongo et si la main, et si la quitté. Ils ont payé 1 semaine, 2 semaines. Après, on a Banamboka, les Soudanais, les Zongi Banda, tout le monde est comme sérieux. Et puis, tu as moi chaud, les dirigeants, parce que les gens dans la province, non loin à l'Égypte. Et le bousseau de remercier non en Zambie. Parce qu'il y a des moutailles bi réalité tout. Ça y est,
Je remercie le président de la République, l'ambassadeur en plus, je remercie aussi beaucoup le ministre des Sports. Il y a vraiment des mouvements vraiment mingi avant de contenter biso des habitudes dans moral donc à sali vraiment information. Rappelons que ces Congolais sont venus du Soudan, pays en guerre en pleine capitale où ils évoluent avec Al Hilal d'Omdurman. Le rapatriement de joueurs congolais évoluant au Soudan, parlons-en, cette guerre en a pour beaucoup. L'entraîneur de gardien Eugène Boulaïma explique les circonstances vécues à Khartoum, au Soudan. Suivez. Le club se situe à Omdurman, c'est une autre ville juste à côté de Khartoum. Le combat a commencé. Donc nous, la veille, là, on a joué un match. Le match est terminé un peu tard. On est rentré, moi et le coach Bengue. Les autres sont allés chez eux. Nous, en rentrant, il y avait des barrières. On voyait quelque chose de louche. Mais on n'en revenait pas. On dit, bon, peut-être c'est quelque chose habituel, quoi. En arrivant chez nous, le matin, on devait jouer le lendemain. Il y a comme des feux d'artifice. Nous, on croyait que peut-être le ramadan est fini parce que c'était pendant le mois de ramadan. Je vois le coach Bengue m'appeler. Il me dit, Eugène, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas d'entraînement. J'ai dit, mais pourquoi? Mais toi, tu ne vois pas dehors. Moi, j'ai dit, c'est comme si de feu d'artifice. Il m'a dit, non, ce n'est pas le cas. Nous, ils ont reçu un message que donc, le pays était en guerre. Bon, on ne pouvait rien. On est resté à la maison, personne n'a bougé, jusqu'à ce que les bombardements ont commencé. Et puis moi, surtout le coin où j'étais, c'est le coin où les milices là avaient pris. On est allé à Omdurman, là où le club était, et on a pris le bus, comme l'ambassade nous communiquait, afin qu'on puisse arriver vers la frontière, quoi. On était tout le temps en contact avec le ministre du Sport. Vraiment, donc, il nous consolait à chaque instant. On a fait presque 7 heures de temps pour traverser donc, les 2 frontières. Des formalités impossibles. Je remercie d'abord le président de la République, Fachi Beton, ainsi que son gouvernement, en commençant par le Premier ministre, M. Samalou Kondé, sans oublier le ministre des Affaires étrangères et notre ministère tutelle, le ministre des Sports. En dernier lieu, prenons le valeur nutritive. La carotte est une source acceptable de vitamine B, comme la niacine et la vitamine B6 qui aident le corps à métaboliser l'énergie des aliments. La vitamine B favorise la croissance et la bonne santé de la peau, de cheveux, de nerfs et de muscles. Suivez. La carotte fait partie des légumes le plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme les grands. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants.
Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.